Merci à vous. Deuxième table ronde donc. Elle s'intitule cette table ronde « Évolution vers une économie nouvelle. Comment concilier énergie durable, tourisme et habitat permanent ?» Le constat établi par la première table ronde, la précédente, a été plutôt inquiétant par moments pour nos littoraux. Alors, comment gérer nos patrimoines, sauvegarder, transmettre, accompagner la transition de l'habitat? Comment prévoir l'urbanisation et développer un tourisme intelligent pour demain? Comment favoriser aussi l'intermodalité des trafics portuaires? Bien, tout ça, nous allons l'évoquer, c'est-à-dire comment prévoir l'avenir, comment continuer à faire vivre les habitants sur nos littoraux, à pouvoir les loger, à développer une économie tout en prenant en compte les évolutions climatiques qui sont à venir. Comment répondre aux diagnostics posés par la table ronde 1 lorsque l'on est donc à des positions qui vont faire qu'on va avoir un certain nombre de décisions pour son territoire à prendre. Pour cette table ronde, nous allons avoir 3 intervenants qui vont venir me rejoindre tout de suite. À l'issue de leur intervention, les 4 premiers intervenants nous rejoindront et nous serons à votre disposition, les 7 intervenants, pour pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations ou accueillir vos réactions. Donc pensez bien à continuer à noter les questions ou les idées qui traversent votre esprit au cours de cette table ronde, de façon à pouvoir nous faire bénéficier de ces interrogations pour aller plus loin dans le débat, donc au terme de cette deuxième table ronde. Je vais donc demander à nos invités de me rejoindre sur cette scène. Didier Codorniou, merci de nous rejoindre, vice-président de la région Occitanie, chargé de l'économie maritime, du littoral et des aéroports, président du Parlement de la mer, on va en parler, et premier vice-président du Grand Narbonne, délégation économie maritime et du tourisme, et puis maire de Gruissan, une ville balnéaire avec un littoral. On va en parler. Je vous en prie. Je vais demander à Frédéric Lacasse. Vous êtes le maire de Sérignan. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de l'agglo Béziers Méditerranée. Et puis Serge Payarès, président de la Fédération française des ports de plaisance, président aussi de l'Union des villes portuaires d'Occitanie, qui comprend 37 ports adhérents, et le premier vice-président du Parlement de la mer. Vous êtes aussi le directeur du port de Saint-Cyprien. Donc on a, vous le voyez pour cette table ronde, des représentants qui vont pouvoir, donc on va zoomer sur un territoire qui est celui de l'Occitanie, et de son littoral, mais on espère que justement les expériences, les projets, les expertises qui ont été menées ici, et c'est l'objet de ces rencontres du Co-Batimed, vont pouvoir servir et être rapportés aussi ailleurs sur les autres territoires et sur les autres littoraux que compose ce bassin méditerranéen. Voilà, merci à tous les 3 de me retrouver pour parler ensemble donc, de ce littoral et de comment on va pouvoir l'adapter. On va peut-être d'abord émettre juste un premier sentiment, une première réaction par rapport au constat qu'on a entendu tout à l'heure, sans rentrer dans le détail des constructions, etc., qui pourront ou pas être faites, ou de l'habitat, mais juste sur ce constat de l'évolution climatique, pour vous qui êtes concernés par les littoraux, et ce que ça engendre chez vous comme réaction, on va dire humaine plus que professionnelle, peut-être. Vous avez des micros sur vos fauteuils, les uns et les autres. Didier Codorniou. Oui. Bonjour à vous tous. Alors, d'abord, désolé d'être arrivé un peu en retard. On a un peu perturbé la séance d'échange. Vraiment, excusez-nous. Alors, sur la première question et par rapport à cet échange, puisqu'en même temps, le but, c'est aussi de pouvoir échanger, analyser la situation. Je crois qu'il faut avoir bien sûr du recul, il faut avoir une bonne connaissance de la maritimisation. Il faut également avoir du recul sur les 30-40 dernières années avec le réchauffement climatique. Moi, deux, trois mots. Je pense qu'il faut être
très regardant, il faut être vigilant, avec un degré d'optimisme, mais également donc, avoir beaucoup d'humilité. L'humilité qui est nécessaire avec les fluctuations et avec l'ensemble des études qui sont faites. Ça a été dit tout à l'heure, là, et c'est vrai que si on regarde les cartographies des services, notamment de la DDTM sur les 100 prochaines années, et si ces cartes venaient circuler, on aurait des alertes incroyables et on aurait une population qui serait extrêmement frustrée, qui aurait très très peur et qui demanderait aux élus de faire quelque chose, sauf que faire quelque chose dans l'immédiateté, on ne peut pas. Voilà, donc sujet délicat, mais également responsable, hein, donc nous en tant qu'élus, mais on en parlera lors de nos échanges, avec bien sûr des pistes de travail, des réflexions, des outils, mais je crois que le mot, moi qui me vient comme ça, c'est avoir beaucoup le sens de la responsabilité et une grande donc, humilité par rapport à la situation. Frédéric Lacasse. Oui, alors je vais vous surprendre vu la qualité des intervenants qui m'ont précédé et de ce qui a été dit. Je vais sortir presque du contexte parce que j'ai entendu qu'il fallait s'adapter, mais si on remet tout dans un contexte, il y a un proverbe de Confucius qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Et c'est un peu ce zoom arrière qu'il faut avoir. Je crois qu'on a parlé de catastrophisme, mais il ne faut pas avoir peur. Quand on est sur la Terre, c'est pour mourir. La Terre est vivante. On a l'air de considérer que la Terre n'est pas vivante, mais c'est un monde vivant. Une Terre, elle fait partie d'un système solaire, si on prend un zoom, qui lui-même fait partie de millions de systèmes solaires qui sont dans une galaxie. Et notre galaxie peut nous préoccuper, mais il y en a des millions de galaxies encore. Donc c'est Idriss Alban Barkhane, qui en parle, c'est ce zoom arrière qu'il faut avoir. Donc, bien sûr, la Terre, si on continue de fonctionner comme ça, elle vivra encore, mais elle nous tuera, parce qu'on ne saura pas s'adapter. Alors, il a été évoqué le nom de politique. Je suis homme comme vous. Vous êtes personne ressource, vous aussi. Moi, mon engagement, il est justement pour avoir ce sens de la vie qu'on doit avoir. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de Gilles Leboeuf qui disait qu'il fallait de l'amour. Bien sûr qu'il faut de la vie, de l'amour, mais il y a des fondamentaux, et Spinoza le disait, souvent je cite cette phrase, enfin, c'est une synthèse de ce qu'il fait dans certains de ses livres, mais que dit Spinoza ? Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de partir et d'être condamné par les hommes, mais ce n'est pas parce que des hommes condamnent les autres qu'ils ont raison. Mais Spinoza disait, le fondamental, c'est l'éducation. Si vous n'avez pas l'éducation, et c'est ce qu'a dit Madame Aziza, hein, c'est apprendre. Éducation, c'est apprendre. Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est agir. Et agir, c'est aimer. C'est une synthèse de Spinoza, mais c'est ce qu'il faut qu'on ait derrière la tête. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de catastrophisme. Si on sait s'adapter, si on sait changer les règles, et il est important, même s'il faut des règles, il faut s'adapter. C'est pour ça que nos lois actuellement ne vont pas assez vite. On va y revenir justement voilà. sur cette réglementation. Mais vous faites bien de l'évoquer parce que ça sera un des sujets qu'on va évoquer aussi sur cette réglementation. Excusez-moi, j'étais parti trop vite. Et en tout cas, l'important aussi, et je m'arrête là pour pouvoir laisser intervenir, c'est la multidisciplinarité. On l'a vu aujourd'hui. Si on ne fait pas ce partage et cette transversalité, notre monde est trop cloisonné. Chacun raisonne à son niveau, alors que si on met la multidisciplinarité chère à Laborie, je ne sais pas, lui qui avait fait la nouvelle grille et qui avait fait l'éloge de la fuite, enfin qui a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, je vous invite à pratiquer cette multidisciplinarité, et c'est là l'avenir de l'homme. Et l'homme est capable de s'adapter s'il sait transmettre, s'il sait communiquer. Je me tais. Serge Payarès, sur ce constat un peu inquiétant peut-être parfois, en tout cas qui semble réaliste, vous êtes président de la Fédération française des ports de plaisance. Quand on parle du trait de côte, du littoral, de l'érosion,
ça inquiète l'homme avec ses préoccupations maritimes que vous êtes? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça nous inquiète depuis un certain temps. Déjà, nous sommes des hommes et des femmes responsables et on se doit de réfléchir. Nous sommes dans un espace partagé et convoité par, je dirais, une multitude d'intervenants. Et à ce titre, il faut raison garder et il faut trouver surtout des solutions à un héritage que nous avons. Voilà, parce qu'on doit quand même gérer un héritage qui nous a été légué. Alors je vais être très clair et mettre les choses au point rapidement. Parce que je pense que dans les différentes conférences à laquelle je suis invité, je le dis très rapidement, mais c'est quelque chose de très fort. Et c'est peut-être paradoxal. Je suis contre la création de nouveaux ports. En tant que président de la Fédération française des ports, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a d'autres solutions alternatives aujourd'hui, dont la création de nouveaux ports, stop. L'extension, la réhabilitation des ports, oui. Mais la création d'autres ports, d'autres structures portuaires, attention, je suis très, très préoccupé par ce genre de structures et de superstructures. Donc voilà, donc je mets les choses très clairement et je les pose très clairement parce qu'au moins, les choses sont dites. Et comme je suis quelqu'un qui... je fais toujours ce que je dis, je pense que les choses sont claires de ce côté-là. Et je sais que la presse, souvent, le relève en disant c'est un peu paradoxal, à la limite, d'être le président de la fédération et tenir ce discours-là. Mais je préfère tenir un discours, je dirais, volontariste et courageux, au regard de tous les défis qui sont à nous, au niveau de la biodiversité, au niveau du trait de côte, parce qu'on parle beaucoup du trait de côte, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra se poser la question du retrait stratégique, parce que personne n'en parle, parce que ce n'est pas, je dirais, porteur politiquement. Alors on va y revenir justement à cette éventuelle solution. Tout d'abord, je voudrais qu'on commence, puisque ce Cobatimède est aussi l'occasion d'une réflexion sur les outils existants et d'éventuels échanges entre les pays, en tout cas d'échanges d'expériences. Et on va parler de la région Occitanie qui a fait le choix de se structurer autour de la croissance bleue et qui a mis en place pour ça un certain nombre d'outils pour structurer cette croissance. Parce que bien sûr, vous l'avez compris, on parle impact de l'environnement, mais on parle aussi, le littoral, c'est aussi de l'économie et de l'économie bleue. Didier Codorniou, sur ces outils mis en place par l'Occitanie pour structurer justement cette croissance bleue, quelques mots sur les différents outils, en particulier deux qui existent. Oui, alors pour aller à l'essentiel, 2013, avec Christian Bourquin et Serge, nous avons porté un projet d'une création d'un Parlement de la mer. Ce Parlement de la mer nous a permis de fédérer la communauté maritime, nous a permis donc de faire travailler les chercheurs, les scientifiques, les pêcheurs, les utilisateurs, pour essayer de travailler donc, et de bien réfléchir sur les enjeux justement. Et nous avons un certain nombre de projets que nous avons réalisés. Je pense par exemple donc, sur les conflits d'usage avec des chartes, mais également sur des ouvrages aussi bien plus importants, sur l'éolien flottant, on en parlera tout à l'heure, je suppose, sur l'éolien flottant, sur l'habitat flottant. Il y a des pistes très, très intéressantes là-dessus pour avoir une réponse. Et également sur les problèmes de dragage. Et là, c'est Serge qui a piloté ce dossier complexe sur le problème des sédiments des ports qui pose de vrais problèmes pour entrer et pour sortir. Et ce Parlement de la mer, aujourd'hui, c'est un outil très opérationnel. D'ailleurs, alors je ne dirais pas que le Conseil maritime France, le comité France maritime s'est inspiré du Parlement, mais un peu, puisqu'en même temps, c'est un peu cette méthode-là. Puis nous avons créé une direction de la mer de la région. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'assez unique, mais pour nous, c'était la première fois
qu'une direction, 73 millions d'euros, se mette en place donc, depuis maintenant 2 années que je préside. Et ces 2 outils nous ont permis de porter avec l'État, avec la Caisse dépôt-consignation. Donc là, on fait du copilotage sur un plan Littoral 21, signé avec le Premier ministre. Alors, un mot de ce plan Littoral 21, pour ceux qui ne le connaissent pas, justement. Expliquez-nous ce que c'est. La présidente Carole Delga, en fait, c'est 3 axes stratégiques. On est bien sûr sur la résilience écologique, on est sur de l'économie et on est sur le bien vivre, enfin pour faire court. Et donc sur ces 3 axes, on travaille sur les stratégies, ça a été dit par Sylvain, sur le problème de la planification. Alors c'est vrai que la planification, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau du conseil de façade, donc, qui est piloté par le préfet donc, de PACA, mais également elle se fait aussi avec le Conseil maritime France, elle se fait aussi avec le Parlement de la mer. Il y a une complexité et le plan Littoral 21 nous permet en fait d'éviter ces longueurs et 1 milliard d'euros. Alors que je pense que ça va vous parler. Donc nous avons négocié un contrat avec 1 milliard 238 millions des services de l'État dans le cadre des plans d'investissement d'avenir et également donc, la région qui finance à hauteur de 300 millions, plus après des privés, donc 210 millions des plateformes, des consortiums sur les éoliennes. Bon, tout ça, ça fait 1 milliard. Aujourd'hui, on a consommé 350 millions, c'est 1 milliard sur 3 ans, 2018, 2019, 2020. Nous avons consommé 350 millions, dont 59 millions portés par les collectivités. Et donc, alors ça peut être aussi dans l'accompagnement de la recherche. Là, sur la plateforme, on travaille sur la plateforme IDEBA, qui est une belle plateforme, également avec les pêcheurs, comment donc avoir les navires donc, du futur en termes de consommation. Et ces outils sont vraiment très, très opérationnels. Je termine avec le plan Littoral 21, puisqu'il nous permet aussi d'avoir une meilleure lisibilité par département. À savoir que l'interprétation de la loi littorale et des enjeux liés à l'environnement, liés aux impacts, ne sont pas forcément les mêmes, interprétés différemment en fonction des départements qu'on traverse. Et là, le plan Littoral 21, donc en fait, les décisions, elles sont décidées donc, en amont avec le préfet, c'est le préfet de région donc, qui est chef de file, avec la présidente de région que je représente, et la Caisse dépôt-consignation. Voilà donc les outils qui sont vraiment très, très efficaces. Je pourrais en citer d'autres, mais là, je reste vraiment sur ces 3 qui sont très opérationnels. Serge Payarès, je voudrais, avant qu'on développe d'autres sujets, parce que Didier Codorniou l'a évoqué, et que ça fait le lien avec la table ronde précédente, il a évoqué le problème, on a parlé tout à l'heure avec quelqu'un qui est spécialiste des sédiments, et vous avez évoqué cette problématique qui est complètement liée aussi à l'évolution des littoraux, du dragage des ports et de l'ensablement, si j'ai bien compris, qui était problématique. Est-ce que c'est une spécificité au littoral, au port du littoral méditerranéen, ou est-ce que vous, qui êtes président de la Fédération française des ports de plaisance, on le retrouve sur d'autres façades? Non, c'est une problématique nationale, de métropole et aussi d'outre-mer. Le dragage des sédiments et le devenir après des sédiments est une problématique forte. Dernièrement, donc, avec Didier Codorniou, que je voudrais lui rendre hommage parce que c'est vrai que depuis qu'il est à la région, avec Christian Bourquin et Carole Delga, Christian Bourquin, l'ancien président de la région Languedoc-Roussillon, il a vraiment apporté une touche très forte sur le littoral et sur cette dynamique. Et ça, je voudrais lui rendre hommage parce que vraiment les actions qu'il mène sont importantes. Donc le dragage pour nous, est une charge financière pour les ports colossale, qui est aujourd'hui ne peut pas être supportée par seule l'économie portuaire. Donc depuis, ces sédiments, alors voilà, ça vient d'où? Oui, voilà. J'en arrive là. C'était une problématique spécifique au port de Plaisance. Et uniquement spécifique au port de Plaisance, ce qui était totalement injuste. À partir de la semaine dernière, donc c'est nouveau, c'est une problématique que je vais vous annoncer. Avec Didier Codorniou, nous participons au Comité France Maritime. Nous avons demandé au Premier ministre de travailler sur un projet de loi qui inclut l'amont à la problématique de dragage. Donc aujourd'hui, l'ensemble du littoral
ports et plages sont impactés complètement par l'amont. Et l'amont, systématiquement, déverse, sans commune mesure, les sédiments, les détritus, etc. L'amont, c'est-à-dire les territoires amont D'accord, pour qu'on soit clair. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune loi, aucun décret qui demande à l'amont de participer à, je dirais, au nettoyage des plages sur l'ensemble du littoral lorsqu'il y a des bois flottants, ou au niveau des dragages dans les ports avec les dépôts de sédiments. Donc aujourd'hui, les services du Premier ministre, du moins le Premier ministre, a accepté cette démarche-là, et les services juridiques de Bercy et du ministère de l'Intérieur sont en train de travailler sur cette problématique-là, d'inclure au dragage portuaire et au devenir des sédiments l'amont. Pour nous, c'est une victoire, parce que ça fait maintenant presque 10 ans qu'on y travaille, et nous n'avions aucun écho de ce côté-là. Donc aujourd'hui, nous allons trouver des solutions. Merci. Frédéric Lacasse, on va rappeler un peu le contexte. De votre point de vue, comment est-ce qu'on exploite aujourd'hui concernant les ports nautiques? Alors les ports nautiques, il va falloir changer le fusil d'épaule, puisqu'on est sur des conceptions qui sont relativement anciennes. Et de moins en moins, les gens vont acheter un bateau, puisque ça coûte cher. D'abord, c'est une économie d'entretien qui n'est pas évidente. Et il faut revoir le concept. Si on veut, c'est une économie du littoral, les ports. Et il va y avoir un changement de concept de plus en plus. Il va y avoir des locations de bateaux, il va y avoir de l'Internet. Enfin, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, du connecté, voilà, comme on dit, du numérique, qui va permettre aux loueurs de bateaux cette économie de bateaux qui est si importante que ça. Et s'il n'y a plus de vente de bateaux, on va petit à petit voir certains ports nautiques s'éteindre. Donc, il faut que les ports redeviennent des espaces de partage conviviaux, qui ne soient pas des espaces construits fixés, ils doivent proposer un hébergement innovant, un hébergement flottant, où la population autochtone, mais aussi les populations touristiques qui viennent de pays nordiques, souvent, qui sont des gens qui sont très prisés, qui prisent beaucoup l'environnement. On l'a enfin sur notre littoral, ça se voit. Et en amont, je crois qu'il faut penser tout ça, avoir des espaces de partage avec une préservation de la biodiversité, en amont de l'éco-conception, comme ça a été dit dans l'intervention précédente, et avec un lien avec tous les professionnels, alors de la restauration, avec les spécificités de chaque territoire, et c'est important. Il est important de rappeler en même temps que sur les ports, le côté spécifique, comme l'a dit Didier Conornou, est important. Même sur le même littoral, ce n'est pas les mêmes problématiques. Et souvent, nos lois sont souvent généralistes. On ne peut pas comparer des contraintes océaniques avec des contraintes de la mer Méditerranée. Un port fluvial avec un port de mer, enfin, c'est pas la même chose. Donc, je crois que cette discussion qu'il y a sur le plan littoral 21, et on peut féliciter la région, que ce soit Bourquin, Carole Delga, Didier Codornou et Serge Payarès, d'avoir travaillé sur le Parlement de la mer et d'avoir mis tout ça en marche. Et je peux dire que ce qui a été dit tout à l'heure, où le politique doit être courageux, Serge Payarès vient de dire « nous, on ne veut plus de ports ». Ce n'est pas rien. Mais ce qu'a dit tout à l'heure Sylvain Pioche, c'est qu'en amont, on doit penser ce qu'on va faire demain, et c'est en amont que ça se fait. Sur le port de Sérignan, avant, alors qu'on a été élu port environnemental, avant, on avait vu avec l'université et 21 masters, justement... L'université Paul Valéry. L'université Paul Valéry de Montpellier. 21 masters, alors c'était des masters 2 quand même, qui ont pensé autrement. Il faut sortir du cadre. Souvent, je le dirais, s'adapter, c'est sortir du cadre, c'est décloisonner, c'est penser autrement. Et je crois que nos logiciels, actuellement, sont fixés sur des logiciels qui sont des années 50, et des fois, la mission Garrigue...
Racine. Mission Racine avait pensé à une certaine époque. Depuis, on téléphone autrement. Depuis, on est connecté. Depuis, plein de choses se sont changées. Il y a eu d'autres choses. Et la vie, c'est le mouvement. Et c'est ce mouvement qu'il faut anticiper. Est-ce que vous avez la même vision, Serge Payarès entre autres, du fait que la pratique sur le nautisme, les ports de plaisance, la pratique de j'achète mon bateau, ou bien on est multipropriétaire d'un bateau, ou bien on le loue, etc., va changer la donne? Mais je pense qu'elle a déjà changé, la donne. Aujourd'hui, le port a évolué. Il a évolué pourquoi? Parce que les bateaux sont devenus de plus en plus habitables, ils sont devenus de plus en plus confortables, et le port est devenu un lieu de vie. Et à partir de ce moment-là, nous, avec Didier, on travaille sur une conception nouvelle du port. C'est-à-dire que le port, on ne parle plus de port. On parle du territoire portuaire. Parce qu'aujourd'hui, le territoire portuaire, c'est beaucoup plus vaste qu'un port de plaisance avec ses limites administratives. Aujourd'hui, le port de plaisance n'est plus simplement une fenêtre sur la mer. Il est une porte d'entrée sur le territoire. Et c'est ça qui est important. Tout territoire tout territoire littoral qui possède un port a une valeur ajoutée et un outil économique très fort. Et à partir de ce moment-là, il faut que le port s'ouvre à la population, s'ouvre à l'économie, s'ouvre à la culture et à son patrimoine. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et les nouvelles pratiques qui sont mises en place aujourd'hui, elles vont dans cet état. C'est-à-dire que le port devient un outil économique du territoire très, très, très important. Alors justement, Serge Payarès, qu'est-ce qu'on peut faire d'innovant aujourd'hui pour faire évoluer les lois? Frédéric Lacasse a évoqué le fait que nos logiciels et nos lois, pour certaines, dataient des années 50 et qu'elles n'étaient plus forcément adaptées. Est-ce que c'est un problème de loi pour vous? Je parle en particulier de la loi littorale, qui impose de ne plus rien construire sur le littoral. On a vu que, voilà, on parlera après du retrait stratégique. Est-ce que c'est un problème de loi? Mais nous sommes dans une démocratie, donc toute démocratie a des lois, des règles. Et là, autour de moi, entre Frédéric et Didier, c'est des maires qui sont confrontés tous les jours au quotidien de l'application de la loi. La loi littorale, que ce soit très clair aussi, que ce soit très très clair aussi. Et je ne me suis pas fait des amis lorsque je l'ai dit, la loi littorale est une bonne loi. Bon. Après, il faut l'adapter. Tout comme loi, il faut l'adapter. Je veux dire qu'une loi, le code de Napoléon, eh bien, à un moment donné, il faut l'adapter. Donc, mais les fondations même de la loi littorale sont des fondations, je dirais, saines, et qui sont des fondations pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc il ne faut pas la bouger. Par contre, il y a certains articles de la loi qu'il faut adapter. Ça, c'est très important. Et c'est ce problème-là qu'en France, on n'arrive pas à résoudre. On n'arrive pas à résoudre parce que, je le dis souvent, et on l'a dit, c'est que le courage politique, à un moment donné, il doit s'affirmer beaucoup plus. Et il doit s'affirmer beaucoup plus en disant « je suis élu ». Je suis responsable, je prends des décisions, mais pas dans l'intérêt particulier, sur l'intérêt général. Et je pense que ce soit loi littorale ou d'autres lois, comme on a fait dernièrement la loi NOTRe. La loi NOTRe, aujourd'hui, elle était pénalisante pour les ports de plaisance. C'est-à-dire que la loi NOTRe, systématiquement, du moins sacrifier les ports de plaisance à, je dirais, l'initiative des agglomérations, des grandes structures. C'est faux. Donc petit à petit, avec Didier, on a commencé à y travailler. Nous sommes allés plaider au plus haut niveau de l'État, du président de la République et du la loi Premier NOTRe, ministre. pour ceux qui ne connaissent pas, puisque tout le monde n'est pas français. Sur les compétences de gestion. Il y a eu une redistribution des compétences de gestion entre les différentes institutions donc, en France. Et donc, certaines institutions qui géraient des structures étaient dépossédées au profit de d'autres. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais il y en a qui hochent la tête. Mais oui, mais c'est comme ça. Je veux dire qu'à un moment donné, je trouve qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des collectivités qui ont sacrifié des deniers publics du territoire pendant 50 ans à gérer des ports, à équiper des ports, eh bien, on ne doit pas les déposséder comme ça sans indemnisation. Ça s'appelle de la justesse et de la rigueur et de la justice, je dirais, envers les deniers publics des contribuables. Donc ça,
ça a été modifié et nous avons réussi avec Didier Codorniou à faire modifier ce texte de loi. Donc aujourd'hui, les communes peuvent toujours gérer les ports et peuvent aussi, si elles le souhaitent, intégrer des grandes communautés ou des communautés urbaines, etc., etc. Alors, je reviens sur cette problématique, cette notion de loi littorale qui impose de ne plus construire sur le littoral. Est-ce qu'en Méditerranée, qui est un lieu d'échange important avec l'Italie, l'Espagne et les pays du Maghreb, il y a comment ça se passe ailleurs au niveau des ports de plaisance? Je suppose que vous avez un regard aussi ailleurs. Est-ce qu'on continue à construire des ports? Est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques que nous? Je pose la question aux uns et aux autres. Alors, ils sont exactement aux mêmes problématiques que nous. Par contre, les différentes échelles sont importantes. Là, je vous quitterai après le déjeuner. Il y a 48 ports catalans du Sud qui se posent des questions aussi structurelles. Au niveau politique, bien sûr, parce qu'ils sont dans un statu quo quand même assez important, à Estartit, dont je vais clôturer leur conférence tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est la façade nord de la Méditerranée est confronté à la même problématique que nous. C'est-à-dire que le littoral doit être préservé et stop à l'urbanisation. Tout ce qui est rive sud, oui. Là, c'est beaucoup plus vaste parce que rien n'a été fait. Mis à part en Tunisie, où il y a eu quelques structures. Aujourd'hui, l'Algérie, il y a des problématiques, je dirais, sécuritaires dont c'est difficile d'investir. Et le Maroc est en train de petit à petit se mettre en place sur des structures de création de marina et tout ça. Après, que les flottes, je dirais, du nord migrent vers le sud, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Donc, que ce soit très clair de ce côté-là. Donc, je pense que la culture de la navigation, la culture du nautisme doit à un moment donné se mettre en place dans le pays même pour que les ports se remplissent. Le petit carton jaune que je vous donnerai, entre parenthèses, mais je préfère vous le dire quand même, c'est que sur votre carte, quand on oublie le nautisme et ces 6 milliards d'euros sur la Méditerranée, c'est quand même important et c'est quand même grave. Voilà. Donc je souhaiterais que la prochaine fois, lorsque vous feriez votre map monde de la Méditerranée, le nautisme y figure, parce que 6 milliards d'euros de retombées, c'est pas rien. Alors, message passé. Non, mais vous avez raison. C'est un carton jaune, c'est pas un carton rouge. Hein. Ah bon, ça va. Alors, on n'est pas encore au terme de la table ronde, hein, on ne peut pas savoir. On va essayer de tirer ce trait des solutions qu'on essaye depuis ce matin un petit peu de voir émerger. Comment on va concilier les énergies durables avec la croissance bleue, avec l'économie des littoraux? Didier Codorniou. Dans le cadre de la transition énergétique et la volonté de faire de notre région une des premières régions donc, à énergie positive 2050. Vous comprenez très bien que tous les enjeux sont non seulement stratégiques, ils sont également politiques. Et il faut donc les moyens. Il faut également donc, se mettre en place avec l'ensemble des filières. Sur la croissance bleue, peut-être un ou deux chiffres. Sur l'économie littorale, nous sommes sur 1500 milliards d'euros, le cluster maritime mondial, et nous sommes donc sur 79-80 milliards au niveau de la France. Nous avons lancé au niveau de la région une étude économique sur le modèle et sur le cluster méditerranéen, parce qu'il est important, en tant qu'élu, de savoir ce que représente véritablement l'économie maritime littorale de notre région Occitanie par rapport aux enjeux, par rapport aux investissements. Je reviendrai sur l'énergie et notamment sur l'éolien flottant, très rapidement sur les sédiments. Je pense qu'il y aura des moments où il faudra qu'on soit en capacité de ne plus recharger des plages parce que les problèmes de l'érosion, le problème de l'impact donc, est tellement fort qu'il y aura des plages malheureusement qui disparaîtront. Là aussi c'est un constat. Il faut qu'on aille vers ces objectifs. Par contre, effectivement, il y a des ouvrages qui peuvent donc permettre une consolidation légère, mais il est important de ne pas faire ce qui a été fait ailleurs et on voit aujourd'hui les ravages. C'est pour ça que
sur l'extension. Des exemples de... Je pense la côte basque, mais je pense aussi sur notre région. 2 départements sont très impactés. Le Gard, avec le Gros du Roi, et une partie de l'Hérault, je pense à Vias, je pense à Vendre, où donc ils ont 7 km de plage et qui sont très très impactés avec des courants et qui démolissent les ouvrages qui ont été faits depuis peu. Pour la nouvelle, il y a une extension du port avec pratiquement 12-13 millions de mètres cubes de sable qui va nous permettre de recharger justement quelques plages et qui va nous permettre aussi de stocker ce sable à mer pour justement je pense au grand travers de la Grande Motte, je pense au Gros du Roi, je pense à Vias qui ont besoin régulièrement d'avoir du sable, ce que fait Biarritz, mais Biarritz le fait avec du sable de rivière. Et voilà, je referme la parenthèse sur les sédiments et l'utilisation du sable, sur la transition énergétique et notamment l'éolien flottant. Il faut savoir que l'éolien, on en parle depuis des années. Moi, ça fait maintenant 16 ans que je suis maire de Gruissant. Je me suis opposé sur l'éolien ancré pour 2 raisons. Parce que j'ai toujours pensé qu'en termes d'impact au sol, des dégâts incroyables, avec la multiplication des éoliennes, plus après sur le plan visuel et également donc aussi au niveau des oiseaux, puisque nous avons un flux migratoire très très important sur nos rivages, notamment sur la côte donc, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et donc on a toujours on a toujours insisté pour que les éoliennes ne soient pas plantées donc, trop proche du rivage. Et on a demandé que les chercheurs travaillent sur des flotteurs. Et aujourd'hui, donc, on est sur l'expérimentation. On aura 4 flotteurs face Gruissant, à 15 km au large, et 4 flotteurs Barcarès-Le Cat. Port-Le Cat, qui sont aussi à 16 km et qui sont flottants et avec donc sous l'eau la possibilité du coup pour la vie maritime de s'accrocher. Ce qui est très intéressant sur les flotteurs, c'est qu'il va y avoir de l'expérimentation dans le cadre de territoires d'innovation de grande ambition. Donc nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt porté par le gouvernement et nous sommes aujourd'hui candidats, nous sommes lauréats et nous attendrons la fin de l'année pour savoir si donc l'État considère que nos projets, qui sont au nombre de 8, sont très innovants en termes là, donc c'est beaucoup plus lié sur de la recherche et donc au niveau des c'est une expérimentation sur l'énergie durable. Donc il y a des exemples, parce qu'on parle beaucoup d'échanges de pratiques. Oui. L'éolien flottant a été bien testé au Portugal, je crois, oui. Sur la côte du Portugal, donc là avec une mer différente. Et donc on serait pilote pour ce bassin méditerranéen. Oui, sauf que l'expérimentation entre la construction d'un flotteur et la turbine, donc c'est pratiquement, là aujourd'hui on est sur, entre les décisions, entre donc, les études, nous sommes pratiquement sur 3-4 années et ça fait à peu près 10 ans que nous avons enclenché. Sauf que le Premier ministre au Havre, lors des assises de l'économie maritime, a voulu accélérer le calendrier pour les rendre, donc pour en faire des éoliennes commerciales, donc plus expérimentales. Et là, il y a un enjeu économique puissant, mais également écologique, puisque dans cet environnement, il peut y avoir de l'aquaculture, il peut y avoir de l'ostréiculture, il peut y avoir de la recherche, il peut y avoir des éco-conceptions donc, sur des nurseries, etc., pour que la vie se fasse sous les flotteurs. Et donc une expérimentation très très intéressante. Donc on passerait à terme, l'objectif est de passer de la ferme expérimentale de 4 et 4 éoliennes à une ferme industrielle. Oui, à une ferme industrielle qui pourrait être donc en termes de surface sur 100 km², et on pourrait être entre 30 et 50 machines par zone, en sachant que les zones propices, donc, elles ont été identifiées dans notre région, elles sont au nombre de 3,
une toujours à Barcarès, une Gruissant et une du côté du Gros du Roi à Cap d'Agde, qui, nous pensons, Parlement de la mer, que cette zone pose un problème par rapport à la pêche, à l'activité de pêche, puisqu'il y a les fonds qui sont vraiment très très importants pour les pêcheurs. Et le Parlement de la mer va se positionner contre cette zone. Et d'ailleurs, ce sont des macro-zones qui correspondent pratiquement entre 1200 et 2000 km². Donc vous imaginez, c'est de 3 macro-zones qui posent un vrai problème. Donc derrière, c'est de l'économie, c'est de l'expérimentation et bien sûr, c'est aussi la volonté politique donc, de diminuer le nucléaire. Donc un enjeu extrêmement important mais pour nous, pour nos enfants, pour qu'on puisse demain avoir deux fermes industrielles qui auront une réponse énergétique qui répondront entre pratiquement 2 millions et demi d'habitants, donc pratiquement un tiers de la population de la région Occitanie. Frédéric Lacasse, on vient d'évoquer la problématique qui est celle de tous les élus aujourd'hui. C'est cet enjeu entre le développement économique de son territoire et les normes environnementales qui, par moments, freinent ce développement du littoral. Comment vous, qui avez ces contraintes environnementales, car votre port se situe en zone inondable, vous débrouillez avec tous ces éléments? Alors c'est vrai que les règlements, surtout quand ils sont très restrictifs, posent des problématiques dans le développement, puisque le développement, c'est l'économie, mais on travaille ensemble par rapport à ça. Et justement, si ce travail amont a été fait, il y a des solutions. On est sur, certes, une zone inondable, mais on n'est pas, comme a été dit tout à l'heure, à Vaison-la-Romaine. Ce sont des inondations qui sont douces, avec des variations de 40 cm, puisque c'est des inondations de plaine. On est sur des ports, on est sur des zones portuaires, donc si on fait un hébergement flottant, déjà des ports qui sont flottants, parce qu'avant ils étaient faits en dur, maintenant notre projet port, c'est justement d'en faire... Oui, parce que vous avez peut-être, présentez-nous, dites-nous un mot de ce projet. Voilà, donc le projet port Béziers-Méditerranée, le but c'est de relier le port actuel de Valras et de Sérignan, port de Valras qui est un port urbain et port environnemental qui serait le port qui existe déjà au niveau de Sérignan. On prévoit de respecter l'environnement parce que mettre un environnement sous cloche n'a jamais sauvé l'environnement. C'est ce qu'il faut comprendre. On l'a vu, je vais donner un exemple type. Au niveau du chargement des plages, on vient d'avoir une tempête récemment, un coup de mer qui a été assez conséquent sur le littoral. D'ailleurs, on avait réensablé la plage de Vias et qui a été... il y a eu plus de 8 millions d'euros, je crois, qui sont partis à l'eau, si j'ose, mais parce qu'on n'a pas tenu compte de beaucoup de critères dont parlait Serge Paria, et ça, il faut tenir compte. La loi littorale est faite pour protéger, on y a pensé autrement, mais nos professionnels du tourisme, de l'hôtellerie de plein air, ont mis des ganivelles, sans autorisation de l'État, puisque l'État, normalement, doit entretenir le maritime. Ils n'ont plus de moyens, donc ils ne le font pas. Mais nos professionnels du tourisme voulant se protéger, dans le cordon dunaire, ont mis des ganivelles, c'est-à-dire c'est des sortes de morceaux de bois qui sont reliés les uns et les autres d'1,10 mètre. On a 2 établissements qui l'ont de façon conséquente. Ça n'a pas coûté, c'est pas 8 millions d'euros que ça a coûté 50 000 euros aux 2 campings qui l'ont mis. Nous, agglomération, on avait moins de moyens qu'eux parce que le budget était pas là. On n'en a mis qu'une rangée. Et la plage a été réengraissée. C'est-à-dire qu'en front de mer par rapport au camping, on a eu, les ganivelles ont disparu. C'est-à-dire on a eu un engraissement de 1,10 mètre, 1,20 mètre, ça fait les ganivelles, du cordon dunaire. J'ai amené le préfet pour le lui montrer. Là où nous, on n'en avait mis qu'une rangée, on a protégé notre cordon dunaire qui est remarquable, parce que derrière, il ne faut pas un franchissement de l'eau salée qui va inonder les terres viticoles, etc. Enfin, il y a d'autres problématiques derrière. Et là où l'État nous a dit de surtout rien faire sur le conservatoire du littoral, heureusement qu'il y avait eu des herbes qui s'étaient implantées, etc. Mais on a des plumeaux maintenant, avec des brèches qui ont été faites, parce qu'un travail simple,
empirique, avec quand même une ingénierie qu'il y a derrière, puisque c'est des ingénieurs qui avaient mis ça en place, aurait pu fonctionner. Alors, il est certain qu'on a quand même des plages qui s'engraissent de façon... enfin, on n'a pas cette charge. Mais on pourrait améliorer le système avec pas grand-chose, en écoutant les uns et les autres, et justement en partageant. Alors, niveau... sur le port. Sur le port, ce qu'on voudrait faire, c'est de l'hébergement flottant. Pourquoi de l'hébergement flottant? Alors, dans notre projet de port, on va commencer avec 14 unités, parce qu'on peut très bien faire un hébergement flottant, puisqu'il y a des variations qui ne sont pas énormes. C'est un port protégé derrière ce cordon dunaire. C'est un port fluvial. Et ça nous permettrait d'y mettre de la restauration, de l'hôtellerie et 14 maisons, hébergement flottant. Hébergement flottant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que sur l'amont, on a un dénivelé qui est de 13 mètres, dont on peut protéger, amener par des platelages, etc., sur des zones sur pilotis. Mais si on parle actuellement dans nos lois de pilotis ou d'hébergement flottant, les projets sont complètement bloqués. Donc là, c'est deux termes tabous en France. Hébergement flottant et pilotis. Non, pilotis et habitat flottant. Et habitat flottant, il ne faut pas les employer. Hébergement. Il y a encore 2-3 ans, je n'aurais même pas osé prononcer ce nom. Or, quand on discute avec les professionnels de l'hôtellerie de plein air, qui amènent une valeur économique conséquente, on a un camping, ça s'appelle hôtellerie de plein air, qui a eu le premier prix européen des campings, donc c'est pas rien. Lui, il dit, mais moi, je suis prêt à faire de l'hébergement flottant ou sur pilotis. Les gens sauraient qu'à certaines périodes, on n'ouvre pas aux périodes qui seraient dites périodes de submersion marine. Il y a encore une submersion marine. Même si elle arrive, on prévoit 2,40 m de submersion marine sur notre côte. Ça nous fait, nous, juste une montée de 1 mètre sur le nez. Donc, il y aurait des pilotis à 1 mètre. Ça permettrait aux gens de vivre. Ils sauraient qu'à certaines périodes, il y a de l'eau. Il y a plein de pays où il y a de l'eau en permanence. Et ça ne les gêne pas. Mais on saurait qu'à certaines périodes, il y a de l'eau et sur le port, les hébergements flottants s'adapteraient aux variations. On sait que dans d'autres pays, et les architectes nous le disent, vous êtes nombreux à être présents, les architectes à Kobati, mais dans des régions nordiques où les contraintes hydrauliques, les contraintes de vent et les contraintes d'amarrage sont bien plus importantes que sur le littoral méditerranéen, et on continue de faire de l'habitat flottant dans ces zones-là. On construit même des maisons et qu'on tracte et qu'on va fixer. Donc alors le but, c'est quand même de le faire avec mesure. Et là, j'entends Serge Paillares, la loi littorale est faite pour protéger. Et l'important là-dedans, c'est la gestion. La gestion en amont, comme l'a dit Sylvain Pioche, c'est en amont, qu'est-ce qu'on fait? Mais on peut très bien mettre de la population gérée, parce que nous, sur nos parkings, quand à un moment on a laissé en zone naturelle, des 4x4 sont venus se véhiculer dans les dunes, ils nous ont fait des chemins en nous détruisant plein de zones qui étaient naturelles, alors que si on en fait la gestion, là, depuis notre agglomération, on est en train de mettre des parkings qui sont gérés, de bloquer le passage de certaines personnes. Alors derrière, il faut y mettre des moyens, ça coûte un peu plus cher, mais c'est anticiper l'avenir et préserver notre biodiversité en même temps. Et ça marche. Serge Paillares et Didier Codorniou, une réaction. Alors, peut-être, Serge Paillares, juste, les lois, on l'a dit, pour certaines, elles sont trop anciennes, pour d'autres, elles sont intéressantes. Pour vous, le principal frein, ce n'est pas tant les normes environnementales que les délais. Alors, déjà, je voudrais réagir sur ce que disait Frédéric. C'est l'exemple même d'un port de plaisance et de son évolution par rapport à la loi. Le Code des transports maritimes qui règle et qui régit complètement l'organisation d'un port interdit l'habitat flottant, interdit l'hébergement flottant. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est un bateau. Le port, c'est un bateau. Et à partir de ce moment-là, il faut le faire évoluer. Et là, j'entends ce que dit Frédéric. Bien sûr, aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte complètement à tout ce qui va être l'économie, la future économie du XXIe siècle et ce qui va être projeté. Et on doit faire évoluer la loi aujourd'hui vers ça. Bien sûr, et là je l'entends complètement, c'est l'économie, mais aussi l'environnement. Aujourd'hui, il est inconcevable
d'avoir un projet, quel qu'il soit, sur le littoral ou dans un port, sans y mettre je dirais, la partie environnementale et ses conséquences. C'est aujourd'hui une particularité forte et une valeur ajoutée forte sur un produit portuaire. Ce qui va être fait sur Sérignan. Et c'est pour cette raison qu'il a été port exemplaire sur le port du XXIe siècle. Voilà, avec de l'éco-conception, de l'alevinage, de la nurserie. Et même le tourisme, si on met des caméras maintenant avec des robots, on peut très bien en faire une zone d'attrait touristique pour montrer ce qui se passe dessous et faire de l'éducation. Sur le site des Orpelières, qui est en lien avec le port, l'éducation nationale amène nos jeunes pour justement les sensibiliser. Enfin, je ne vais pas prendre la parole. Non. Sur l'habitat flottant, on avance finalement assez vite, puisque je reviens sur le plan littoral 21. Il y a un directeur qui dépend du préfet, donc de l'État, et qui est d'accord pour qu'on puisse expérimenter dans notre région de l'habitat flottant avec ce qui vient d'être dit sur la réglementation, mais également l'anticipation. En gros et en clair, l'habitat flottant, même s'il ne ressemble plus à un bateau, mais donc avec les connexions nécessaires, qui puissent être reliées au réseau d'assainissement. L'expérimentation peut être lancée. Ce qui va être très intéressant, c'est justement comment on va pouvoir se positionner entre l'habitat flottant et les pilotis. Les pilotis, je suis bien placé, puisque chez moi, j'ai 1600 chalets sur pilotis, du moins une grande partie. Donc la commune de Gruissan. La commune de Gruissan, avec une réalisation d'une rangée. Enfin, chez nous, à Gruissan, ce sont des rangées. Et il y a 5 ans de ça, on a réalisé une rangée avec 34 chalets dans une démarche portée par la collectivité d'ouvrage délégué, donc avec un investissement de 8 millions d'euros. Et on a pu démontrer. Et d'ailleurs, il y avait une opération qui avait été lancée avec Ségolène Royal sur de l'expérimentation de pilotis sur les zones rouges. Comment donc créer de l'habitat. Moi, je trouvais que c'était super intéressant. Après, on n'est pas. Les complications ont fait que les projets sont restés un peu un peu de côté. Et là, on va pouvoir, avec l'habitat flottant et les pilotis, avoir une expérimentation. Et puis là, on est après également sur le tourisme. Alors, on entend bien, donc retrait, comment on s'organise, comment donc on compense, puisqu'en même temps, c'est éviter, réduire et compenser. Ça fait partie également de la démarche donc, philosophique qu'on met en place sur ce réchauffement climatique. Mais très intéressant, demain, on se projette dans les 20 prochaines années, une région où on pourra trouver donc, un habitat assez insolite, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, etc. Et avoir une identité propre à l'Occitanie. Et là, on est dans du développement économique et touristique, en respect donc, du réchauffement climatique, de la montée des eaux également, donc le problème aussi des biens et des personnes, puisque ça a été dit aussi, donc les habitats, c'est aussi anticiper cette montée d'eau. On est sur du 20 cm et même 1 mètre, donc le pilotis, on est à 2,40 m, et l'habitat flottant, en fait, voilà, donc beaucoup moins de risques. Et ces pistes-là qu'on va essayer, on devrait lancer un appel à projet sur des zones expérimentales d'hébergement dans les mois prochains, donc au niveau du Parlement de la Mer. Serge Payarès, une réaction. Oui, c'est vrai que au niveau, on parle beaucoup de montée des eaux. Donc je vous ai parlé en préambule nous avons un héritage et un héritage à faire évoluer. Aujourd'hui, il y a quand même une problématique, et puisqu'il y a des architectes dans la salle, il y a une problématique forte qui arrive de plein fouet sur les gestionnaires publics privés des ports. C'est les cotes NGF qui ont été calculées il y a maintenant presque 60 ans et qui ont complètement modifié aujourd'hui les structures. C'est-à-dire que tous les quais en dur, toutes les digues, toutes les infrastructures en dur doivent être modifiées et réadaptées, puisque nous avons des coups d'est, des coups de mer de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, et nous avons des submersions complètes sur toutes nos installations. Donc, je pense que la solution va être de détruire complètement tous les pontons en dur pour les réhabiliter en pontons flottants, ce qui va générer des dépenses quand même assez considérables. Et ça, c'est la réalité. Frédéric Lacasse.
Oui, je dirais, Catherine Chapeau disait, il ne faut pas s'opposer à la mer, il faut s'adapter, donc ça va bien dans ce sens-là. Mais justement, ce serait peut-être la solution d'éviter, parce qu'on parle de déménager des campings, alors des hôtelleries de plein air qui font plusieurs hectares, de les déménager dans l'arrière-pays. Mais quand on les déménage dans l'arrière-pays, on utilise les terres agricoles. Alors je ne vous dis pas la Chambre d'agriculture, comment elle va s'opposer à ça. Et là, c'est la solution. C'est la solution parce qu'on permettrait aux gens de rester dans la zone, de s'adapter aux variations de hauteur d'eau. Les gens seraient qui viennent dans une zone qui peut être inondable, mais qui n'est pas, elle l'est sporadiquement, hein, mais en sachant qu'ils viennent sur une zone et en la protégeant en amont, tout en préservant de l'éco-conception, tout en préservant la biodiversité et l'organisation que nos ingénieurs savent faire. Hein. Sur une expérience également donc, dans ma commune, nous avons un camping qui est en zone rouge, 350 emplacements, le camping Pêche Rouge. Depuis 10 ans, les services de l'État souhaitent me le faire fermer, sauf que derrière, les mesures compensatoires et financières, donc on ne trouve pas, même avec le fonds Barnier, on ne trouve pas les fonds nécessaires pour déplacer. Et là, nous travaillons, les options qui ont été identifiées, c'est effectivement, donc la plupart ce sont des mobil-homes, de les rehausser donc, à 2,40 m et de faire des pilotis. Donc là, c'est une solution qui peut être viable, où il y a une réponse adaptée. Et bien sûr, donc, des travaux supplémentaires et des coûts supplémentaires pour le propriétaire, mais une sécurité donc, sans faille pour au moins les 20 prochaines années. Mais après, donc, c'est vrai qu'il faut traiter ça de fur et à mesure. Alors justement, le fur et à mesure, c'est peut-être aussi, bien sûr, les projets à venir, mais je voudrais qu'on évoque cet habitat qui existe aujourd'hui sur nos littoraux, qui est un habitat permanent. Qu'est-ce qu'on en fait avec ce trait de côte qui bouge, avec cette montée des eaux? Le retrait stratégique, c'est le gros mot. Est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, détruire, décaler, reculer? Qu'est-ce qu'on va faire? S'adapter. Alors justement, concrètement, je veux que vous me disiez. Alors s'adapter, c'est justement s'adapter aux nouvelles normes, comment on transforme un habitat et la façon de vivre qui va complètement changer, évoluer, puisqu'en fait on sera sur les habitats beaucoup plus à l'étage et d'inverser un peu les process. Sur des communes qui sont vraiment très, très impactées où régulièrement il y a 10-20 cm, et là on parle donc de la submersion marine. De plus en plus, les habitats changent et c'est là où, donc, dans les cadres des secteurs peut-être sauvegardés ou sécurisés ou protégés, avec les architectes et bâtiments de France, il doit y avoir des permissions qui ouvrent sur les toits terrasses, etc. Alors bien sûr, même si ce n'est pas dans le cadre aujourd'hui législatif en fonction des villages, notamment je pense à des villages en circulade, mais c'est vraiment une solution qui est imparable, donc qui permet vraiment de sécuriser. Raser, ça s'est déjà produit sur mais là on n'est pas forcément sur des biens, donc des personnes, on est beaucoup plus sur des lieux qui appartiennent soit au conservatoire, soit des lieux, mais là, même aujourd'hui, j'ai un exemple d'une expérimentation sur une zone en rouge, donc on est sur toutes les couches en termes de submersion marine, on est sur le PPRL, etc. Et on va faire donc une maison du PNR, du parc naturel régional, avec donc un écomusée, et on travaille sur l'étage avec un investissement important puisqu'on est pratiquement sur un budget de 6 millions d'euros porté par la commune de Narbonne avec la région, le département et le conservatoire du littoral. Et là, on montre donc on peut effectivement créer un habitat qui demain sera encore plus protégé. Serge Payarès, on a évoqué ce matin à plusieurs reprises le Lido de Sète, par exemple, hein, c'est un des exemples. À un moment donné, quelles vont être les solutions par rapport à ces habitants? Alors, écoutez, et à ces habitations? Écoutez, moi je vais toujours être très clair et avoir le franc-parler. Alors, pour tout ce qui doit être fait,
je m'inscris totalement dans la démarche de Didier sur vraiment réadapter et réhabiliter complètement avec les nouvelles techniques. Après, je peux vous dire une chose, c'est que ça va être la solution, je vais vous la donner. Si l'État met des sous pour indemniser, le retrait stratégique, il se fera. Si l'État ne met pas d'argent, je ne sais pas, je vous dis l'État ou la collectivité ou quoi que ce soit, peu importe, mais à un moment donné, il faudra qu'on arrête de me faire du cinéma en disant on va détruire tout un pan de maisons, tout un pan de quartiers, et les gens qui ont investi toute leur vie à la construction de ces maisons, on va leur dire maintenant vous allez habiter dans la montagne. Ça, il faudra me l'expliquer. Si quelqu'un a la solution, qu'on me la dise. Imaginez-vous le Grand Palais et le casino de Biarritz qu'on serait obligé de raser parce qu'il y a des problèmes donc, de montée d'eau très très importantes et de protection qui s'organisent d'ailleurs avec les services de l'État et il y a des protections régulièrement puisque même l'été, donc le soir, il y a tout un travail qui se fait pour protéger le lit d'eau. Frédéric Lacasse, vous votre point de vue, votre vision là-dessus, sur cet habitat existant qui a été fait en d'autres époques. Mais je partage, de toute façon il faudra faire avec, et puis si on n'y met pas les moyens, on ne pourra pas faire, et on sera obligé de constater ce qui se passe, parce que c'est bien beau de donner des ordres aux politiques, et aux maires des villes, mais on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Surtout que les moyens, on nous les baisse. Et donc, c'est pour ça que ce travail ensemble est très important. Après, il y a à la marge, mais ce qu'a dit le docteur Aziza, c'est qu'avec des bâtards d'eau, puisque moi j'ai un village qui est en zone inondable dans le centre-ville, les bâtards d'eau, les clapets anti-reflux, aussi on met des canaux autour du village. Là, on a pour protéger, on vient de faire, mais c'est un investissement. On a eu besoin des fonds européens, on a eu besoin de l'État, on a eu besoin de la région, on a eu besoin de tous les partenaires. C'est 8 millions d'euros qui ont été investis pour endiguer le village. Enfin, endiguer, c'est pas endiguer, ça laisse passer, c'est des canaux, c'est des martelières, c'est le mot que je cherchais, des martelières, des bâtards d'eau, des grands bâtards d'eau sur une départementale, avec un plan de sauvegarde qui est mis en place. C'est 8 millions d'euros qui ont été investis pour justement protéger 80% des lieux habités. On n'en protège que 80%, il y en a toujours 20% parce que ça a été construit il y a des centaines d'années aussi, et on est obligé de s'adapter au fonctionnement. Pour des périodes qui sont pas énormes, c'est une inondation des centenales, on en a tous les 100 ans. Je sais bien qu'il va y avoir des changements climatiques, mais c'est pas gravissime. Si on est organisé, on peut. Après, pour ceux dont vous parliez, ceux qui sont vraiment en front de mer, il faudra faire avec. Une réaction sur les solutions qui vont être amenées. On a évoqué les possibilités d'habitat flottant. On a évoqué aussi du côté de l'économie de l'éolien offshore. Est-ce qu'il y a d'autres innovations dont on peut faire preuve pour mêler économie bleue, tourisme, économie de la façade littorale et en même temps développement durable et protection de l'environnement? Serge Payarès. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui... Rapprochez un petit peu le micro. La solution, je ne la connais pas. Très, très honnêtement, il faut être sincère. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faudra arrêter de travailler chacun dans sa chapelle. Il faudra qu'à un moment donné, tous, on se mette autour d'une table, les politiques, les gestionnaires, les scientifiques et tout le monde de l'entreprise pour trouver ensemble les solutions. Parce qu'elle ne viendra pas simplement que d'une partie de la table. Elle viendra vraiment d'une concertation. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler beaucoup plus. Et c'est la mise en place du Parlement de la mer. L'ADN du Parlement de la mer, il est là. C'est faire participer et faire cohabiter l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ou hors de la mer et du littoral pour apporter des solutions. Aujourd'hui, la solution, si on la connaissait, on vous le dirait de suite. Si quelqu'un a la solution aujourd'hui, il l'aurait dit.
mais ça va être très difficile de l'appliquer. Mais la solution viendra de la concertation, mais la concertation au sens large du terme. Il faut oublier et surtout ne pas oublier personne. Il faut vraiment faire vraiment une table avec des scientifiques. Les scientifiques sont toujours, je dirais, malheureusement, ils sont toujours, je dirais, au bout de la chaîne. Il faudrait qu'ils soient avec nous sur la prise de décision quand on va élaborer un projet. Et je crois que c'est Sylvain qui le disait au tout début. C'était vraiment Sylvain travailler Piège. en amont d'un projet et pas vraiment à la fin du projet. Didier Codorniu. Oui, moi je retiens ce matin que ça a été lancé aussi sur la première table sur les états généraux de la planification. Je crois que c'est un sujet donc vraiment d'actualité, encore plus d'actualité, parce qu'on travaille tous donc dans différents cercles et en fait cette idée je la retiens et je la proposerai à la présidente dans le cadre du Parlement de la mer. Et puis également un enjeu qui est lié au réchauffement, qui est lié dans la submersion marine, c'est l'eau, la ressource. Et là aussi, c'est un enjeu fondamental pour le prochain siècle. Et là, on est dans le cadre de l'expérimentation sur le territoire d'innovation de grande ambition. On a un projet sur la réutilisation des eaux épurées, donc traitées par les stations d'épuration, pour justement donc, réutiliser au niveau de la viticulture, au niveau de l'agriculture. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est fait avec l'INRA, avec les chercheurs, et c'est un modèle qu'on peut multiplier, qui se font dans notre pays. Avec nous, les réglementations, c'est toujours très très compliqué. Et dans le cadre de ce territoire d'innovation de grande ambition, c'est un projet qui est identifié par le Parlement. Et j'espère qu'on sera candidat, parce que derrière, donc, c'est 30-40 millions nécessaires pour aller un peu plus loin et pour travailler sur des grandes surfaces. Voilà donc l'eau et puis nos lagunes, qui sont d'une sensibilité incroyable, 40 000 hectares. Et on a donc, avec les parcs naturels, cette biodiversité, cette chance et cette fragilité. Donc, en fait, moi, je m'inspire beaucoup de la première table, ce que vous avez dit, madame, messieurs, c'est tout est sensible, tout est fragile. Et j'insiste, même au niveau des élus que nous sommes, avec beaucoup d'humilité, en fait, il faut qu'on essaye d'avancer collectivement et de jouer groupés, ensemble, mais avec les retenues nécessaires, parce que dernièrement, j'étais en colloque sur les problèmes de l'érosion à Perpignan, et là, quand on reste une matinée avec donc, des gens qui ont travaillé sur des thèses, sur ce qui se passe sur le monde entier, on est bien sûr très, très préoccupés et nous sommes responsables donc, de ce qui va se passer dans les prochaines années. Alors justement, pour aller vers la fin tout doucement de cette table ronde, je voudrais qu'on élargisse un peu notre regard. Est-ce que des expériences faites ailleurs vous interpellent ou pas sur la gestion de ces littoraux? Est-ce qu'il y a ailleurs d'autres choses qui peuvent nous nourrir, des pratiques faites, que ce soit sur la rive nord de la Méditerranée ou sur la rive sud, où justement, est-ce que tout le monde, pour l'instant, tâtonne avec un petit peu la même problématique, même si les conséquences, on l'a dit ce matin, vont être différentes parce que c'est en fonction de la géographie. Bien sûr, il y a des littoraux plus escarpés et d'autres plus plats, ils vont impacter différemment la montée des eaux, mais la problématique est la même. Est-ce que tout le monde en est au même point de réflexion? Est-ce que notre territoire est plutôt avancé? Est-ce qu'il y a des exemples à aller pêcher ailleurs? Moi, je n'en connais pas non plus. Et tous les ouvrages qui ont été réalisés, derrière, c'est des impacts catastrophiques sur les problèmes d'érosion, donc par multiplication, par épi, par digue. Et donc, je n'en connais pas. Et puis, les géotextiles aussi, peuvent être des mesures, mais transitoires. C'est pas forcément... non, je crois que le leitmotiv, c'est tout simplement de respecter notre environnement, notre nature, de tenir compte donc, de ce qui se passe dans le monde entier et que chaque pays apporte sa contribution. Mais là, c'est vraiment des enjeux planétaires. Et quand on voit ce qui se passe aussi avec des accords qui sont remis en question au plus haut niveau entre les États-Unis, entre la Chine, etc., on peut être donc très, très inquiet. Serge Payarès, vous? Oui, un exemple. Lors de la mission Racine, l'ensemble des digues
des structures portuaires sont faites en rocher. Beaucoup en rocher. Donc on sait qu'un point dur aujourd'hui est vraiment un obstacle et ça rebondit ailleurs. C'est-à-dire que la multiplication de digues sur l'ensemble du littoral de l'Occitanie fait que après l'impact et l'onde se répercutent sur l'érosion. Alors il y a une solution, c'est les acropodes qui à un moment donné ne sont pas un point dur. Vous expliquez ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors les acropodes sont des structures béton qui sont en étoile et qui sont mise en Lego. Donc ce n'est plus un point dur, ça laisse passer l'eau, mais ça freine complètement l'impact de l'eau. Donc les digues sont montées en acropode, donc ce n'est plus un point dur, c'est beaucoup plus en mouvement. Et l'eau ne rebondit pas. Donc ça peut être une solution. Bien sûr, on le sait, avec des impacts financiers qui sont un peu plus lourds que la mise en place de rochers. Frédéric Lacasse, vous avez entendu parler ou des exemples vous ont inspiré? Non, les exemples, je n'ai parlé. Moi, je partage tout ce qui a été dit par mes partenaires, mais aussi tout à l'heure. Et je rappellerai l'importance de ce partage, de cette concertation multiple et de cette multidisciplinarité, comme j'ai commencé au début. Je crois que si, en travaillant ensemble, la solution, on ne l'a pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on va l'avoir demain. Ne pas oublier ce qui a été dit, et la nature déjà a trouvé des solutions. Je prendrai pour exemple sur les circuits intégrés, on fait à grand besoin d'argent, à millions, voire même un milliard d'euros, on fabrique du silicium. La nature le fabrique de façon architecturale, enfin quand on le voit micronisé, de façon bien meilleure que nous et à moindre coût, rien qu'avec des bactéries. Donc je crois que sur les îles, on sait que la mangrove, par exemple, en se ressemant elle-même, gagne du terrain sur la mer. Alors, il y a peut-être des solutions comme ça. Alors, je ne les ai pas, parce que je ne suis pas scientifique là-dedans. Mais je crois que, comme je l'ai dit hier à l'introduction, puisque je représentais des institutionnels, on va dire, c'est que vous avez des solutions. Nous, on peut essayer de les appliquer. Par contre, je répète une chose, c'est que nous, on doit s'adapter, et les uns et les autres, mais les lois doivent s'adapter et relativement rapidement, parce que sur ces ports où on a tous planché déjà, moi, même si j'ai été élu port environnemental en 2010, on est en 2018 et j'en suis au même point. Et on nous met des corridors écologiques pour nous ralentir, on nous met parce qu'on ne veut pas nous faire appliquer la règle, parce que ça justifie certains services de l'État. Je ne dis pas que c'est les chefs de service, je ne sais pas. Alors ils peuvent s'adapter, mais des fois on a des positions intégristes qui font qu'a priori, on ne peut rien faire. Alors on va toujours nous trouver une excuse, mais les corridors écologiques, ils ont toujours insisté. Le but, c'est de s'adapter, d'essayer de trouver des solutions, de montrer qu'on peut faire bien. On peut être, nous aussi, vecteurs de remettre une plante par-ci. Alors, je sais bien qu'il y a des zones de compensation, mais ce n'est pas suffisant. On sait faire mieux, des fois, et cultiver tout ça. Voilà. Alors, je vous remercie à tous les trois. Un mot avant de passer à la séance des questions. Elisabeth de Portzamparc devait être là aujourd'hui, a été retenue pour cause donc de problèmes, vous en avez peut-être entendu parler, avec les avions en France, les trains aussi, et donc n'a pas pu nous rejoindre. Elle a une double casquette, elle a une casquette sociologique et architecturale aussi, puisqu'elle a dressé le bilan de la mission Racine, elle a fait un rapport sur certains des thèmes fondamentaux pour le développement de la région, entre autres. Et ne pouvant être là, elle a transmis quand même un message à vous adresser, et Nicole Bigas va vous lire ce message. Alors, je me mets au lutrin parce que je vais lire son texte. En premier lieu, je tiens à renouveler mes plus plates excuses et à manifester mon profond regret de ne pouvoir être présente parmi vous pour participer à un débat aussi essentiel que celui de l'avenir du littoral méditerranéen face au changement climatique. Il est des impondérables face auxquels nous sommes impuissants. Ici, un mouvement social au sein des transports aériens avec lesquels il faut apprendre à composer.
C'est là le sens du message que je souhaitais porter devant vous. Il en va d'ailleurs de même avec le changement climatique et l'érosion du littoral. Face à eux, il n'est bien évidemment pas question d'adopter une attitude passive. Tout doit être mis en œuvre pour limiter ces évolutions dont on sait sans l'ombre d'un doute qu'elles peuvent s'avérer destructrices, des points de vue environnemental bien sûr, économique aussi, mais également socialement et culturellement. Pourtant, il est également nécessaire de penser l'adaptation à ces mutations partiellement inéluctables. Privilégier l'adaptation à l'opposition, c'était d'ailleurs la conclusion majeure du rapport produit dans le cadre de la mission Littoral 21, à laquelle j'ai contribué, une étude présentée en automne 2016 à la région Occitanie et au Parlement de la Mer, et Didier Codorniou nous en a parlé ce matin. Plus précisément, l'étude préconisait 3 objectifs interdépendants l'un de l'autre pour l'avenir du littoral occitan, dont les maîtres mots sont préservation, valorisation, adaptation. Concernant la question de la préservation, le territoire littoral de l'Occitanie est une formidable illustration de ce à quoi la protection de l'environnement peut aboutir. Il est intéressant de se remémorer les fondamentaux de son développement. Au début des années 60, Pierre Racine est missionné pour établir un plan de développement de l'ensemble du littoral qui aboutira à la création de plusieurs stations balnéaires devenues depuis iconiques. La Grande Motte, le Cap d'Agde ou encore Port-le-Cat. Mais l'autre intérêt de la mission Racine, souvent minoré, réside dans la façon dont l'aménagement territorial y a été abordé en alternant territoires urbanisés et espaces naturels. Plus tard, les dispositions législatives de protection de l'environnement, la loi littorale de 86 notamment, ont contribué à affirmer un peu plus l'importance des espaces naturels dans l'identité régionale occitane. À ce sujet, et à rebours de nombreuses mises en cause actuelles, il est intéressant de se demander si les normes environnementales n'ont pas conduit au renforcement de l'attractivité du littoral et logiquement à son développement. Du point de vue de l'urbanisation, le littoral français accueille 10% de la population nationale sur 4% de son territoire. Ce seul chiffre suffit à démontrer que certaines normes environnementales, comme la loi littorale, n'ont en aucun cas freiné le développement des côtes françaises. Si l'on aborde la question relativement au tourisme, la réponse est identique. En Occitanie, la consommation touristique est estimée à 14 milliards d'euros en 2016, soit 10% du PIB régional annuel. Dans cette fréquentation exceptionnelle, la qualité du littoral joue un rôle majeur. Or, la législation environnementale a grandement contribué à préserver les côtes d'une urbanisation tous azimuts et à maintenir un environnement particulièrement attractif, ne serait-ce que grâce au principe d'urbanisation continue. Les aménagements législatifs pressentis actuellement à travers la loi sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique, zones d'aménagement résilientes et temporaires, bail réel immobilier littoral entre autres, doivent être abordés avec les plus grandes précautions. De nombreux acteurs territoriaux se montrent particulièrement inquiets quant à ces modifications, alors même que les Français sont particulièrement attachés à cette loi. 91% de soutien de l'opinion dans un sondage IFOP de 2014. Mais nul doute que les nouveaux enjeux climatiques, environnementaux et économiques impliquent de questionner les dispositifs les plus adaptés. En particulier, une question se pose. Quelle applicabilité de la loi littorale sur une côte mouvante ? La deuxième maxime, celle de la valorisation, trouve à nouveau un espace d'application privilégié dans cette nouvelle région qu'est l'Occitanie. Car la qualité de son littoral pourrait constituer l'un des fondements de sa nouvelle identité, un élément fédérateur s'il en est un ici. La question de la préservation rejoint donc directement celle de la valorisation. Le littoral de l'Occitanie dispose des atouts nécessaires. L'objectif est de mieux les faire connaître, de les mettre en valeur et en synergie. Construire ce récit est le fil conducteur des actions à mener. Il est incontournable d'initier un développement inscrit dans la préservation et la valorisation du patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel, et pensé à partir des potentiels existants. Le patrimoine de la région est très riche et éclectique. Il est fondamental à l'élaboration de ce récit régional fédérateur qui contribuera à la grande diversité culturelle du bassin méditerranéen. Cette valorisation doit se traduire dans l'ensemble des politiques régionales, qu'elles soient économiques, culturelles et bien sûr urbanistiques et architecturales. En bref, une approche holistique pour favoriser un développement durable de la région à long terme. Plus spécifiquement et sur les plans urbains de l'aménagement du territoire, il convient de ne pas confondre deux phénomènes différents.
Si l'urbanisation est un phénomène inexorable, l'étalement urbain ne l'est pas. Parvenir à trouver de nouvelles formes de densité, à redynamiser les centres-villes, représentant probablement des solutions pour valoriser davantage encore le littoral et poursuivre un développement durable de celui-ci. Promouvoir une stratégie globale de développement à l'échelle de la région et renforcer les liens et systèmes pendulaires entre villes balnéaires et grandes villes de l'Interland assurerait par ailleurs un développement homogène de la région, construisant ainsi le socle d'une identité inclusive qui assurerait une cohérence à l'échelle de cette nouvelle entité territoriale qu'est l'Occitanie. Troisième point, le dernier. Or, aujourd'hui, ce principe de station balnéaire apparaît anachronique. Nombre d'entre elles ont entamé une transition structurelle qui les amène à progressivement se transformer en ville. C'est la question de l'adaptation. Je préfère d'ailleurs ce concept d'adaptation qui permet de pousser plus loin la réflexion que celui de la résilience. Ce dernier terme induit une posture de résistance, quand le premier suppose l'adaptabilité, la flexibilité, la complémentarité. Le fait d'apprendre à vivre avec et non de simplement s'opposer à une situation. Pour se concentrer uniquement sur la question du tourisme, de nombreux dispositifs innovants peuvent être employés pour privilégier une politique adaptive. Ce peuvent être des aménagements et structurés non ancrés au sol et de nature éphémère. On gagnerait par ailleurs à s'inspirer d'exemples français ou internationaux. L'île Fernando de Noronha et son principe de taxe de préservation, des établissements hôteliers hors sol comme l'hôtel Ario en Amazonie, des urbanisations et fréquentations raisonnées comme pour l'île de Porquerolles et son parc naturel. Les exemples sont nombreux et montrent qu'il est tout à fait possible de concilier préservation de l'environnement et développement touristique, la finalité restant de poser les bases d'un tourisme d'une nature nouvelle qui devra de toute manière composer avec le changement climatique et l'évolution du trait de côte. Ces quelques réflexions, si elles se fondent sur l'exemple du littoral occitan, sont tout à fait applicables à d'autres territoires à la condition de s'appuyer sur leur identité respective. Car si ces solutions et principes peuvent être déployés dans différents contextes, ils ne sont en aucun cas des dispositifs génériques. Il me reste à présent à vous souhaiter des débats passionnés et constructifs qui contribueront, j'en fais le vœu, à un développement véritablement durable du littoral méditerranéen. Elisabeth de Porzamparc. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Je vais demander à mes trois invités de bien vouloir se lever et prendre leur micro. On va les remercier pour leur intervention. Ne bougez pas juste parce que, voilà.